Mon micro était désactivé. Je demandais si Maître Astel était présent. Je vous vois. Oui, absolument. Oui. Alors, comme je disais, texto to tango, donc on danse tout seul. Donc, il y a pas de problème. Bon. OK. Nous étions prêts à convenir d'une solution, puis, mais ils veulent plutôt s'interdire le tribunal. Pas de problème. On y va. C'est OK. Je vous écoute. Maître Marcel. Oui, alors c'est Maître Lepage qui va débuter les représentations, Monsieur le juge, tel que mentionné initialement sur notre façon de procéder. Maître Lepage. Bonjour, Monsieur le juge, vous m'entendez bien? Oui, je vous entends très bien. On la voit. Mais je ne vous vois pas, par exemple. Me voyez. Oh, attendez, on va juste régler le son. Ah. Est-ce que vous me voyez maintenant? Là, je vous vois et je vous entends. Est-ce que vous avez un dédoublement de son de votre côté? Non. Je vais changer de place. Avez-vous un autre appareil d'ouvert, quelque chose? Là, je pense que c'est mieux. Nous autres, c'est correct. On vous OK, entend, bien, c'est de correct. mon côté, c'est mieux, le dédoublement est arrêté. Parfait. Le dédoublement est arrêté, c'est beau. Bon, ben, je vous écoute, Maître Lepage. On y va. Donc, Monsieur le juge, la demanderesse, là, c'est un camp de pêche privé au saumon atlantique, anciennement connu comme le Club Adams. Et le litige, là, en espèces, se déroule au cœur de la rivière Moisy. Je vous référerai à la pièce P13 que nous avons déposée au tribunal, qui est une carte de la rivière Moisy, là, avec les gestionnaires également. Ouais. Êtes-vous capable d'afficher ça, les 13? De mon côté, Monsieur le juge, De faire entrer les gens parce que je peux pas. de mon côté, le partage d'écran il est bloqué. Bon. Oui, ça ne sera pas long. Je vais vous. Ça irait-tu mieux, Mme Beaumont, si j'allais chercher mon ordinateur? Ça va être correct. On peut le mettre à l'écran si vous partagez. On pourrait peut-être. Oui, mais c'est ce que je vais faire avec seulement, je peux, avec les petits points ici, présentateur. Et je vous trouver ici, mettre la page. Là, je peux vous mettre présentateur, mais là. Comment ça se fait que je ne l'ai pas là? Je ne l'ai pas à droite. Donc, moi, je vais chercher le document. C'était P11. C'est 13. P13. Le plan de la rivière. Si vous voulez donner accès à Maître Drolet-Fête, elle va pouvoir les mettre à l'écran. Êtes-vous branché avec. Je peux me brancher si vous voulez à l'instant même.
Ici, j'ai vu votre nom. Votre page ici. Mission. Et là, après ça, je vous parle. Si je lève la main ici, ça va m'identifier plus facilement. Moi, je vais au bout aussi. Je peux vous mettre présentateur, mais Je m'ennuie du bon vieux papier. Non, Je m'ennuie du bon vieux papier. ça marchait le papier. Ouais. ah, oui, peut-être en nature. Et où? Ici, c'est ça. OK. Ah. Changer de rôle, le rôle de participant. Modifier. Ah, vous l'avez vu. Ah, OK. Parfait. Je ne sais pas si on peut tourner le plan. Parfait. Donc, en aval complètement de la rivière Monsieur Jules, donc au bas complètement, la première entité là, qui gère la section dans la ZEC, c'est l'Association de protection de la rivière Moisy Inc. APRM. Donc, c'est la mise en cause dans le dossier. Elle a également la gestion du secteur Winthrop-Campbell qu'on voit juste au haut de la ZEC. OK. Donc, ce secteur-là, c'est la propriété exclusive de la demanderesse, autant les berges que le lit de la rivière. Et on retrouve là, les actes de propriété aux pièces P8 et P9. Selon ces actes-là, elle détient également le droit de pêche exclusif pour cette section-là, mais également la section plus haut où c'est inscrit Club Adams. Son auteur là, les avait acquis en 1907 selon la pièce P11. Dans la pièce P11, on parle de Evers Adam, qui est le fondateur là, du Club Adam. Concernant la zone Winthrop-Campbell en particulier, depuis 1981, la demanderesse autorise là, les membres de la PRM de pêcher ce secteur-là, qui comprend 14 fosses, dans le but de rendre la pêche au saumon accessible à l'ensemble de la population. Vous retrouverez les protocoles d'entente aux pièces P14 et P15, et ainsi que dans les déclarations sous serment de M. Traflet au paragraphe 16 et la déclaration sous serment de M. Bugeaud au paragraphe 14. Donc, après le secteur Winthrop-Campbell, c'est le secteur Moisy River Fishing Camp Club Adams. Donc, c'est la demanderesse. Elle est propriétaire des rives de chaque côté de la rivière sur cette zone. On parle d'une zone de 14 km qui inclut la zone Winthrop-Campbell. Elle est également propriétaire du lit de la rivière dans la zone, ainsi que les droits de pêche là, dans cette zone-là. On vous réfère encore une fois aux pièces P8, P9 et P11 quant aux actes là, notariés par rapport aux droits de pêche, mais aux droits de propriété. Et également la pièce là, P10, qui est une lettre de Maître Besnier du 3 novembre 2020 qui fait l'état des titres de propriété. Donc, je réitère que c'est super important que la demanderesse est non seulement propriétaire des terrains longeant les côtés de la rivière, mais aussi du lit de la rivière à cet endroit-là, ainsi que les droits de pêche. Donc, suivant la rénovation cadastrale, la demanderesse est... Il y a du bruit dans le Teams, il y a des micros qui ne sont pas fermés. Non, c'est le micro de la radio communautaire, le premier à votre gauche.
qui est malheureusement, non pas celui-là, l'autre, vraiment à côté de ma Pastef. Oui, Alexandre. à deux causes à l'Alpha. Cher consort, est-ce que vous pouvez exhiber la pièce P2 au tribunal, s'il vous plaît? P2? Oui. Donc, c'est l'extrait du rôle d'évaluation foncière, Monsieur le juge, suivant la rénovation. Car là, la propriété de la demanderesse est séparée en 12 lots distincts. Donc, ils se situent, ils sont illustrés là, dans l'extrait du rôle d'évaluation foncière. On vous a également déposé des plans aux pièces P3, P4, P5. Et si on pouvait également vous afficher la pièce P6, qui est un extrait de la matrice graphique. Donc, la propriété de la demanderesse, c'est ce qui est en vert, incluant le lit de la rivière, selon les actes là, que je vous ai énoncés précédemment. Donc, le camp de pêche là, de la demanderesse n'est pas accessible par voie terrestre. Pour y accéder, on doit naviguer sur la rivière Moisy. Vous trouverez cette information-là dans la déclaration sous serment de M. Traflet au paragraphe 6 et M. Bugeaud au paragraphe 5. Et donc, considérant que la demanderesse est propriétaire exclusive des droits de pêche sur la section illustrée présentement au tribunal, seuls ses membres invités ou personnes autorisées peuvent pêcher dans ces eaux. À cet effet, la demanderesse a également installé des panneaux indiquant que sa propriété était une propriété privée et on retrouve ça à la pièce P12. Ma collègue pourrait également, s'il vous plaît, l'exhiber. Mhm. Donc, ce panneau-là, monsieur le juge, là, il y en a un peu partout sur la propriété de la demanderesse. Vous retrouverez là, cette information-là dans la déclaration sous serment de M. Traplet au paragraphe 7. Et donc, essentiellement, la demanderesse a fait payer ses membres et ses invités pour séjourner à son camp de pêche pour éventuellement, en fait, pour pêcher ses eaux privées dans l'espoir là, de capturer le saumon. Donc, chaque année, la demanderesse emploie environ 45 employés pour assurer le bon fonctionnement de son camp de pêche. Et ces employés-là, monsieur le juge, il y a également des membres de la défenderesse. Le camp de pêche, les installations permettent d'héberger jusqu'à 63 membres invités et employés. Vous retrouverez cette information-là dans la déclaration sous serment de M. Traflet au paragraphe 10 à 12 et de M. Bugeaud, les paragraphes 8 à 10. Si on revient, encore une fois, à la pièce P13, qui est la carte, on va voir que complètement en haut de la rivière, les 4 dernières entités là, que je vous parlais, c'est des pourvoiries qui ont des droits exclusifs. Et ça débute à la limite nord de la propriété de la demanderesse, dont 2 pourvoiries sont la propriété de la défenderesse. On parle de la pourvoirie Haute-Moisy et la pourvoirie Moisy-Nipissis, qui est voisine complètement de la demanderesse. Donc, ensemble, ces 2 pourvoiries-là possèdent plus de 100 km de la rivière Moisy et sont exploitées sous le contrôle exclusif de la défenderesse. En ce qui concerne là, la saison de pêche 2025, vous l'avez mentionné plus tôt, c'est une saison qui est courte. Donc, elle a débuté le 1er juin 2025 et elle se termine le 15 septembre 2025. Quelques jours là, avant le début de la saison, la communauté défenderesse a élu un nouveau conseil de bande, dont le chef, Jonathan Chessouche, qui est défendeur dans le présent dossier. Également, là, depuis longtemps, la demanderesse engage des gardiens pour assurer la protection de sa propriété, incluant les eaux privées et ses droits de pêche. Donc, vous retrouverez cette information-là dans la déclaration sous serment de M. Traflet au paragraphe 22, M. Bugeaud au paragraphe 20
Et cette année, en 2025, ils ont engagé des agents Garda qui ont également le produit des déclarations assermentées au dossier de la Cour. Dans les déclarations sous serment de la partie défenderesse, M. Raymond Jourdain, au paragraphe 24 et 25, vient également là, admettre qu'il y avait des gardiens dans le passé aussi. Donc, il a déjà été intercepté dans le passé par des agents de la demanderesse. Donc, cette année, là, dès l'ouverture de la page, les gardiens, le président de la demanderesse ainsi que le directeur général ont constaté la présence de membres de la communauté Itum circulant dans ces eaux privées. Ils constatent qu'ils ancrent leur bateau dans les fosses, pêchent dans les eaux privées, et ce, sans droit ni autorisation de la demanderesse. Et donc, à cet effet, ils formulent des demandes de quitter les lieux, mais les membres de la communauté Itum refusent, malgré qu'il s'agit d'une propriété privée, et refusent de collaborer avec la demanderesse, allant même jusqu'à proférer des menaces et des insultes. Vous trouverez cette information-là, notamment dans les déclarations sous serment des agents que nous avons produits, donc celles de M. Galop, Maltais et Fortin. On a également déposé au total, M. le juge, 18 rapports des agents que vous retrouverez aux pièces P16 à P33, ainsi que la pièce P41. Donc, si nous allons voir la pièce P16, compte tenu là, du temps limité, je ne vais pas tout regarder les rapports, M. le juge, mais je mettrai quand même l'emphase sur les plus importants. Donc, si on va voir P16, donc, la date de l'incident, c'est le 3 juin 2025. Les agents maltais et Fortin en font état également dans leur déclaration sous serment. On voit que l'équipe Garda repère une embarcation en direction de l'amont de la rivière. L'équipe se déploie pour intercepter l'embarcation, prend contact avec les passagers. L'équipe tente d'expliquer aux deux individus qu'ils sont en violation de propriété privée, mais les deux individus ne laissent l'équipe placer aucun mot et la coupent sans cesse en envoyant des insultes et des menaces. L'un d'eux menace de, et là je vais omettre le mot, là, mais de mettre un coup de poing au visage là, des agents. Ensuite, un autre individu envoie sa mouche à plusieurs reprises en direction de l'embarcation de Garda et finit par hameçonner la jambe de l'agent maltais. Et donc, plus loin, si on continue la lecture, les gens continuent de lancer des menaces, comme quoi ils vont sauter dans l'embarcation et l'équipe et vont encore une fois, là, ils menacent encore, ils font encore des menaces physiques envers les agents, comme vous pouvez le voir là, dans la chronologie des événements. Et dans les déclarations sous serment des agents, M. le juge, ils affirment que ces gens-là en question, donc M. Rocky Saint-Onge-Michel, sont des membres de la communauté Itum. Si on continue à la pièce P41, Puis après, il est dans une partie, m'a dit. C'est lui en haut à gauche. Petite bonne journée. Alors, chers collègues, est-ce que vous pouvez exhiber la pièce P41? Donc, c'est un autre rapport des agents, M. le juge, du 3 juin 2025. Il y a encore une intervention auprès d'un membre de la communauté et le membre réplique en parlant de la propriété privée là, de la demanderesse.
Je sais, mais je vais rester là, on dérange personne. Je viens pendant que les Américains ne sont pas là, mais si vous m'empêchez de pêcher, je peux bien revenir quand ils seront là. Donc, il répond à, lorsque l'équipe lui dit, vous êtes en violation de propriété privée, le droit de pêche est exclusif aux propriétaires et aux invités, je vous demande donc de quitter. Il répond, je le sais. Donc, il reconnaît la propriété privée de la demanderesse. Chers consoeurs, si vous pouvez exhiber la pièce P18. P18. Oui. Donc, on a un autre rapport, Monsieur le juge, un rapport du 5 juin 2025. Il y a une intervention avec Monsieur Guillaume Pinette, membre de la communauté, qui mentionne « Je suis chez nous ici ». Il lance sa ligne plusieurs fois en direction de l'équipe Garda dans une manœuvre d'intimidation. L'équipe rétorque qu'elle n'acceptera pas de se faire menacer de la sorte et quitte les lieux. Si on va à P19, c'est également un rapport du 5 juin 2025. Encore une intervention avec M. Pinette. Et vers la fin, à 19h51, c'est inscrit « Guillaume Pinette est dans la fosse. MA écrit à l'équipe. Guillaume Pinette dit à l'équipe « Demain, vous n'aurez plus de bateau. » Donc, il menace l'équipe de Garda. Si on peut aller voir la pièce P20, qui est un rapport, encore une fois, du 6 juin 2025. Donc, l'équipe a encore une intervention avec M. Guillaume Pinette. L'équipe dit « Bonjour Guillaume, tu es présentement sur une propriété privée. » Et M. Pinette, à 9h18, répond « C'est un bon matin. Avez-vous bu votre café? Je vais aller le prendre à ton camp bientôt. » En indiquant qu'il allait aller sur la propriété privée de la demanderesse et prendre son café à cet endroit-là, alors qu'il n'est pas autorisé. Plus loin, dans la chronologie des événements, il dit « Moi, j'en ai rien à faire. J'ai fait de la prison fédérale. Je vais embarquer dans ton bateau, tu vas voir. » Donc, il menace encore une fois les agents le 6 juin 2025. Si on continue à la pièce P22, donc c'est une autre interaction avec des membres de la communauté. L'équipe aperçoit les membres, mentionne de quitter, et celui-ci rétorque en indiquant on s'en va au bar pour régler ça. Donc, il lève l'ancre, il demande de suivre pour régler la situation. C'est inscrit que l'embarcation tourne de manière abrupte au démarrage et entre en collision avec l'embarcation de l'équipe de Garda. Ceux-ci prennent la vitesse et tentent à nouveau d'entrer en collision avec l'embarcation, mais celle-ci est évitée de justesse. La Sûreté du Québec a même dû être appelée pour cet incident. Ensuite, si on va à la pièce P23, c'est un rapport là, du 8 juin 2025. Les agents mentionnent encore une fois aux membres de la communauté qui sont sur une propriété privée qu'ils doivent quitter. M. Marcelin Bolland, qui a fait une déclaration sous serment dans le dossier, refuse de se conformer à la demande. Il dit « Je vais te le dire tout de suite, ça s'enligne pour que la communauté débarque au complet ici. Moi, j'ai parlé au chef, je ne sais pas si vous savez, mais c'est moi qui avais bloqué le chemin il y a 4-5 ans. Bien, ça s'enligne pour ça encore. De toute manière, si ce n'est pas cette année, ce sera l'année prochaine qu'on va sortir le propriétaire d'ici. » Donc, il reconnaît encore, en fait, il ne nie pas là, que la cliente est propriétaire. Il dit qu'ils vont la sortir. Ensuite, à la pièce P24, on est le 9 juin 2025. Il y a encore une intervention avec des membres de la communauté. Et à ce moment-là, M. Guillaume Pinette lance des roches à 3 reprises à l'embarcation de Garda.
et mentionne là, il mentionne de quitter. Donc, ce qu'on retient des rapports, puis comme je vous dis, monsieur le juge, je n'ai pas fait l'état complet des rapports, là, mais c'est que les membres de la communauté, ils menacent, insultent les gardiens. Ils indiquent qu'ils vont sauter dans leurs embarcations. Ils lancent leur ligne de pêche qui a une mouche avec un hameçon dessus sur les gardiens. Et tout ça, c'est des manœuvres d'intimidation. Donc, également, ils passent avec leur bateau dans les fosses pour diminuer les possibilités de prise. Parce que vous savez, vous l'avez mentionné tout à l'heure, quand un saumon est dans une fosse, il est tranquille, mais quand il y a des bateaux qui passent par-dessus lui, qui le dérangent, il quitte généralement le secteur. Donc, il passe dans les fosses pour diminuer les possibilités de prise, il perturbe les activités de pêche de la demanderesse, mais surtout, il indique qu'ils vont continuer de déranger les membres et inviter la demanderesse pendant leur pêche. Et ce comportement-là, il est répété à chaque jour par plusieurs membres de la communauté. Selon notamment là, les déclarations sous serment qu'on vous a transmises, donc celle de M. Traflet, je vous réfère au paragraphe 26, celle de M. Bugeaud, paragraphes 23 et 24, et celle des 3 agents au paragraphe 7. Plus précisément, là, si on parle, M. le juge, de l'événement du 14 juin 2025. Donc, si on va voir la pièce P35, chers collègues, l'événement du 14 juin 2025 a débuté avec une publication Facebook de la communauté. Donc, ils ont publié sur leur page Facebook qu'ils invitaient des membres à participer à une revendication du territoire de la demanderesse. Donc, on parle ici autant des rives que le lit de la rivière, ainsi que ses droits de pêche. Suivant cette publication Facebook-là, il apparaît que près de 100 membres de la communauté ont répondu à l'appel, ont traversé les eaux de la demanderesse par bateau à moteur pour accoster à son camp de pêche, propriété exclusive de la demanderesse. Si on va voir la pièce P36, nous avons produit là, des photos de cette journée-là. Les photos ont été prises à la fois par M. Frank Gallup et Thomas Fortin. Vous retrouverez ça dans leur déclaration sous serment. Si on défile les photos, vous voyez là, les membres de la communauté sur la propriété privée de la demanderesse. Donc, à l'arrivée des membres de la communauté, il y avait environ 25 employés de la demanderesse sur les lieux et il y avait environ 11 membres et invités. Les membres de la communauté ont débarqué de leur bateau et ont pénétré de manière illégale sur la propriété de la demanderesse. Je souhaite vous réitérer là, que la demanderesse est non seulement propriétaire du terrain, mais également du lit de la rivière. Les représentants de la demanderesse ont demandé aux membres de la communauté de quitter, mais ils ont refusé. Par la suite, si on va voir la pièce P37, qui sont des photos, vous allez voir que le chef de la communauté, qui est défendeur en l'espèce, a retiré le drapeau du Québec qui était situé à l'extérieur du camp de pêche pour ensuite planter un drapeau de la communauté Itum, et ce, sans permission ni autorisation, alors qu'il était sur la propriété privée de la demanderesse. Donc, il y a 3 photos à la pièce, et la troisième, on voit le chef faire le changement de drapeau. Par la suite, M. le juge, le chef, entouré d'environ 100 membres, a déclaré au directeur général de la demanderesse, en faisant référence à sa propriété, « C'est chez nous ici ». Et on retrouve là, la vidéo à la pièce P38. Je ne crois pas qu'on va avoir le temps, M. le juge, de l'écouter, mais je vous y réfère quand même. Essentiellement, le chef parle au directeur général. Il mentionne « C'est chez nous ici, ça va devenir à nous autres, on va le reprendre ». Donc, il reconnaît qu'à ce stade-ci, la propriété de la demanderesse, ce n'est pas à lui. Il mentionne « on va le reprendre ». Il indique également « on a un combat qu'on va mener avec le Québec », en parlant du gouvernement du Québec. Mais vous comprenez que la propriété, ce n'est pas au gouvernement,
C'est la demanderesse actuellement. Donc, dans la déclaration sous serment de M. Bugeaud, au paragraphe 31, celui-ci fait état là, de l'événement du 14 juin et écrit « Durant son discours, le chef Jonathan Chestouche m'a touché de manière intentionnelle dans le but manifeste de me provoquer. » Il continue au paragraphe 32. « À ce moment, je me suis senti seul, encerclé, en position de grande vulnérabilité face à une foule hostile et imprévisible. » Si on va voir la pièce P39, Monsieur le juge, c'est une publication Facebook de M. Guillaume Pinette, en fait 2 publications distinctes de cette journée-là, où on constate que M. Pinette, qui est membre de la communauté, a pénétré illégalement à l'intérieur du camp de pêche et a volé de l'alcool. Donc, à la première page, il mentionne à la fin « Et je suis allé me servir un verre dans leur bar ». Si on va à la prochaine page, on voit une photo où M. Pinette est dans la propriété de la demanderesse, dans le camp de pêche, et il dit à la fin « J'irais bien boire un autre verre ». Et donc, ce que vous voyez, M. le juge, c'est clairement une entrée par infraction. C'est une invasion de la propriété de la demanderesse et c'est une infraction criminelle. Donc, c'est tellement grave ce que les membres de la défenderesse font que c'est une infraction criminelle. La demanderesse n'a pas à subir des manifestations chez elle, dans sa propre demeure. Lors de l'invasion, plusieurs employés ont eu peur pour leur sécurité et ont dû se réfugier dans leur chambre et dans leur campement privé et ont verrouillé leurs portes. Il apparaît que l'événement a duré pendant environ 4 heures, et ce, malgré les demandes répétées des représentants de quitter les lieux, qu'ils n'étaient pas les bienvenus. Si nous allons voir là la pièce P29, c'est les rapports là, des agents de cette journée-là. Donc, on parle d'environ 82 personnes qui sont sur place. On parle également là, du drapeau qui a été changé et qu'on demande aux gens de quitter. Dans sa déclaration sous serment, M. Bugeaud, là, au paragraphe 38, il dit, en parlant des événements du 14, « À ce moment, les membres employés et invités de la demanderesse se sont retrouvés dans un climat de crainte, d'insécurité et de vulnérabilité, notamment en raison des multiples publications diffusées sur la plateforme Facebook par plusieurs membres de la communauté annonçant leur intention de revenir au camp de la demanderesse le lendemain. » Donc, le lendemain, le 15 juin 2025, la demanderesse a reçu un appel de la Sûreté du Québec lui indiquant que les membres de la communauté allaient encore pénétrer sur sa propriété, qu'ils allaient être violents, et donc il était recommandé aux membres, invités et employés de la demanderesse de quitter les lieux, ce qu'ils ont fait. Vous retrouverez cela à la déclaration sous serment de M. Bugeaud, paragraphe 39, et la déclaration sous serment de M. Traflet au paragraphe 35. Toujours le 15 juin, M. le juge, alors que les gardiens sont en patrouille sur la rivière, ils aperçoivent un panache de fumée en s'approchant de l'île, qui est une propriété de la demanderesse qui se situe là, dans les eaux de la demanderesse. Et en s'approchant de la scène, ils voient un gazebo en fumée. Donc, le gazebo de la demanderesse a été mis en flammes. Et vous retrouverez les photos à la pièce P40. Je ne sais pas si ma consoeur peut les afficher. C'est quoi votre pièce? P40. Donc, si on fait défiler les photos, M. le juge, vous allez voir le gazebo qui est en flammes. Et je vous réfère aux déclarations sous serment de M. Traflet, paragraphe 33 à 34. M. Frank Gallup, paragraphe 20 à 22.
car ceux-ci ont constaté que cette journée-là, aux alentours de l'île, à ce moment-là, il n'y avait personne, à l'exception d'une seule embarcation, ancrée à quelques mètres, et qui contenait des membres là, de la communauté Itum de la Défendresse. Depuis les événements là, du 14 et du 15 juin dernier, les membres continuent de naviguer dans les eaux de la Demandresse dans le seul but d'ancrer leur bateau, d'accoster sur la propriété et de pêcher le saumon. Si nous allons voir la pièce P33, qui est un rapport de Garda, encore une fois, on est au 17 juin 2025. L'agent Fortin informe l'équipage qui sont sur une propriété privée. Droit de pêche est réservé aux propriétaires et à leurs invités. Ils demandent de lever l'ancre et de quitter la fosse. Les membres de la Défendresse refusent. C'est inscrit à 16h56. Marcelin Volant, lequel a déposé une déclaration sous serment, là, lance délibérément à plusieurs reprises sa mouche en direction de l'équipe et tient des propos inaudibles, mais aux allures menaçantes. Marcelin teste les distances et la mouche s'approche dangereusement de l'équipe. Et donc, en réponse, l'agent Fortin a avisé Marcelin que si la mouche entrait dans l'embarcation, sa ligne serait coupée. Et il sort son couteau en prévention en mentionnant qu'il allait couper la ligne s'il continuait de lui lancer la mouche avec l'hameçon. Également, les membres de la communauté menacent, insultent les gardiens. Ils mentionnent qu'ils vont sauter dans leurs embarcations. Si nous allons voir la pièce P34, qui est une vidéo, chers consoeurs. Vous voulez écouter la vidéo? Ou du moins un extrait si c'est possible, à moins que le juge puisse en prendre connaissance, là, mais... C'est juste que je ne sais pas si le son va se diffuser, là, je peux pas... Je pense qu'on n'a pas de son. Mais c'est le problème. Mais bien, quand je fais quelque chose, bon. C'est juste que je ne peux pas. Bon. Donc, c'est correct, monsieur le juge, on ferait seulement référence à la pièce P34, on vous invitera à en prendre connaissance. Parfait, parce que ce que j'allais dire, c'est que malheureusement, le son ne diffuse pas sur Teams. Il n'y a pas de problème. Donc, essentiellement, ce qu'on retient, monsieur le juge, c'est que le comportement des membres de la communauté sont menaçants, troublants, dérangeants. Les membres de la demanderesse, invités et employés ont peur et craignent pour leur sécurité, ainsi que la pérennité de l'entreprise. Vous le savez, lorsqu'on va à la pêche au saumon, on souhaite avoir un endroit tranquille. On souhaite, lorsqu'on paye également pour de l'eau privée, on veut avoir accès au saumon. Dans le cas où les membres de la défendresse vont pêcher dans les fosses de la demanderesse, ça fait en sorte que le saumon est déjà pris. Donc, les invités qui vont sur les lieux, qui croient pêcher, pouvoir attraper un saumon cette journée-là, bien, il apparaît que souvent, le saumon a déjà été piqué et même s'il est remis à l'eau, les chances qu'il soit pris une deuxième fois, en plus la même journée, sont très faibles. Et donc, suite aux événements qu'on vous a mentionnés, la Sûreté du Québec a établi un poste de commandement pour cette affaire. Toutefois, il est présentement en veille pour une période indéfinie. Et donc, les représentants de la demanderesse ne bénéficient plus des garanties de sécurité par une telle présence policière sur les lieux. Mais également, la Sûreté du Québec indique qu'elle se limite aux actes de nature criminelle. Donc, elle n'a pas l'intention de s'impliquer dans le litige de nature civile. C'est pour cette raison qu'une ordonnance d'injonction est, à notre avis, nécessaire pour mettre fin au comportement de la défendresse. Donc, je réitère que lorsque les fosses sont continuellement pêchées par des intrus, les résultats de pêche diminuent, ce qui réduit par conséquent le nombre d'invités et membres qui sont prêts à aller séjourner chez la demanderesse pour pouvoir pêcher le saumon.
Également, suite aux événements des 14 et 15 juin 2025, 6 employés de la demanderesse ont démissionné. Donc ici, on parle de guide de pêche, d'aide cuisinière, le conseiller en gestion, ainsi qu'un adjoint à l'administration. Et tous invoquent des craintes pour leur sécurité sur leur lieu de travail. Vous retrouverez ça, Monsieur le juge, dans la déclaration de serment de M. Traflet au paragraphe 48 et M. Bugeaud au paragraphe 47. Et donc, une dizaine de membres et invités également ont écourté leur séjour, ont quitté le camp de pêche plus tôt que prévu en raison des événements mentionnés, mais également les événements dont on vous fait part font l'objet d'une large couverture médiatique, donc autant dans les réseaux sociaux que dans la presse, et 4 groupes qui devaient séjourner chez la demanderesse ont complètement annulé leur séjour. Vous retrouverez ça dans la déclaration sous serment de M. Traflet, paragraphes 50 à 53, et M. Bugeaud, 48 à 49. Il y a également eu des événements les 22 juin, alors que le président de la demanderesse pêchait le saumon dans les eaux privées. Et un membre de la communauté, en tentative d'intimidation, a dirigé son bateau à moteur de manière rapide et agressive sur lui, en semblant avoir l'intention de percuter l'embarcation, mais a modifié là, sa trajectoire à la toute dernière seconde pour éviter la collision. Donc, dans sa déclaration sous serment, M. Traflet fait état de cette situation-là dans les paragraphes 36 à 39. Et au paragraphe 39, il mentionne les événements précités ont généré chez moi un sentiment légitime de peur et d'insécurité compte tenu du danger immédiat et de l'agressivité des gestes et paroles à mon égard. Le 23 juin 2025, M. le juge, il y a également eu plusieurs membres de la communauté qui se sont retrouvés sur l'île de la demanderesse à des fins manifestes d'intimidation et afin d'empêcher les membres de la demanderesse de pêcher et de jouir paisiblement de la propriété privée. Je vous réfère à la pièce P42, qui est une vidéo là, de l'événement. Et si on peut exhiber à M. le juge la pièce P43, c'est une photo prise ce week-end. Donc, on a des membres de la communauté qui sont sur les terrains privés de la demanderesse. Je m'excuse de vous interrompre, mais je ne l'ai pas enregistré dans le dossier, fait que malheureusement, il faudrait que dans le micro. P43, photo de fin de semaine. P43, M. le juge. Donc, c'est des événements qui ont eu lieu ce week-end. Donc, des membres de la communauté qui sont encore présents. Là. Donc, le comportement de la communauté est répété à chaque jour. Il est menaçant, il est dérangeant, il est perturbateur. Je vais vous parler un peu plus, M. le juge. En fait, vous avez énoncé tout à l'heure le cadre juridique qui est assez simple en matière d'injonction. On parle d'une urgence, l'existence du droit prima facie, les dommages irréparables et la balance des inconvénients. Donc, si on va sur l'urgence, les comportements de la défendresse ont débuté là, depuis l'ouverture de la saison, mais ils ne cessent d'accroître. On parle d'invasion de la propriété, des feux sur la propriété et des menaces et du harcèlement quotidiennement. Les membres de la communauté ont une présence sur les lieux quotidiennement et rien ne semble y mettre fin. Donc, vous avez vu les rapports des agents, ils ne réussissent pas à les faire quitter. Ils n'écoutent pas les gardiens. Pourtant, c'est une propriété privée et c'est même indiqué par les pancartes que c'est privé. Et vous le savez, c'est une saison qui est très courte, qui se termine dans environ 2 mois, alors chaque jour compte. Il y a également urgence parce que les policiers ne veulent pas s'impliquer dans le civil. C'est ce qu'ils ont mentionné aux représentants de la demanderesse. Et leur poste de commandement est présentement en veille. Donc, selon nous, il y a urgence à obtenir une telle ordonnance, car en raison des tactiques d'intimidation des défendeurs, les membres de la demanderesse ne peuvent pas jouir paisiblement de sa propriété privée
Et il y a une escalade des événements à chaque jour. La situation s'aggrave au point, Monsieur le juge, où que la poursuite de l'exploitation du camp de pêche de la demanderesse pour le reste de la saison est en péril. Les employés quittent et certains membres annulent leur réservation. Donc, c'est pas ça qui est le statu quo, vous comprendrez. En ce qui concerne la saison qui est courte en défense, ils ont produit une déclaration sous serment de M. André Michel et celui-ci mentionne au paragraphe 25, à ma connaissance, le succès de la pêche au sud de la pourvoirie, notamment où se situe le Club Adams, après le 15 juillet, est minime. Donc, encore une fois, l'urgence, selon nous, est là parce que, selon M. Michel, après le 15 juillet, le succès de pêche est minime. Donc, c'est une situation là, qui doit être réglée rapidement. Donc, on vous rappelle que l'événement majeur ici, c'est l'invasion du 14 juin, le feu du 15 juin. On est à environ il y a 2 semaines. Également, 23 juin, invasion de l'île. Et 27 juin, ce week-end, il y avait encore des membres là, sur place. Le prochain critère, l'existence du droit prima facie. La demanderesse est propriétaire en titre des lots. On vous réfère à la pièce P1, qui est le rôle d'évaluation foncière, pièces P8 et P9, qui sont des actes de vente, P10, la lettre de maître Hubert Besnier, P13, carte de la rivière Moisy, et bien évidemment la pièce P11, là, qui sont les droits de propriété exclusifs de pêche dans ce secteur. Et ça, Monsieur le juge, ça ne semble pas être nié par la défenderesse. À la vidéo, à la pièce P38, le chef le dit. On va devenir propriétaire, on va le reprendre. Donc, on reconnaît les droits de propriété de la demanderesse. Au rapport P41, l'individu mentionne « Je sais, mais je vais rester là ». Donc, il sait qu'ils sont sur une propriété privée. À P23, le rapport du 8 juin, on dit « On va sortir le propriétaire d'ici ». Vous comprendrez que les membres de la communauté ne peuvent pas manifester sur une propriété privée contre la volonté du propriétaire. Quant au prochain critère, les dommages irréparables ou la situation de fait de nature à rendre le jugement final inefficace. On vous réitère que c'est une saison qui est courte, que de la perte de clientèle, la perte d'employés et que les membres de la défenderesse continuent de pêcher dans les eaux à chaque jour. Par conséquent, le nombre de prises diminue, le secteur de pêche est affecté, donc ce n'est pas juste une question d'argent. Dans la déclaration sous serment de M. Traflet, au paragraphe 27, il mentionne « Les membres de la défenderesse et ou leurs invités ne peuvent plus pêcher paisiblement les eaux privées ni vivre paisiblement au camp de pêche, car les membres de la communauté Itum sont continuellement sur les eaux privées de la demanderesse. Ils pêchent le saumon sans droit, circulent délibérément dans les fosses à saumon pour perturber le saumon des fosses et refusent de coopérer avec la demanderesse. » Et il mentionne également au paragraphe 46 que lorsque les fosses sont continuellement pêchées, les résultats de pêche diminuent considérablement, ce qui, en conséquence, réduit le nombre de membres et d'invités prêts à séjourner chez la demanderesse et à payer pour ces journées de pêche-là. Un autre dommage, Monsieur le juge, c'est les craintes de sécurité qui sont mentionnées là, par les employés de la demanderesse également. Donc, selon nous, la demanderesse subit un préjudice sérieux et irréparable parce que ses employés quittent leurs emplois par crainte de sécurité et plusieurs membres invités annulent ou écourtent leur séjour en raison des événements. Et donc, si la situation persiste, la demanderesse ne pourra plus poursuivre ses activités pour le reste de la saison. Et par conséquent, le jugement final sera inefficace. M. Traflet, au paragraphe 30 de sa déclaration sous serment, mentionne le fait que des individus soient entrés sans autorisation sur la propriété de la demanderesse constitue une atteinte sérieuse à nos droits. Cette intrusion illégale m'a causé un sentiment d'insécurité et représente une violation directe de notre droit de jouissance paisible des lieux. De plus, je me suis sentie envahie sur notre propriété privée, laquelle était avant ces événements un lieu sécuritaire et paisible.
Donc, c'est ça, monsieur le juge, le statu quo. C'est un lieu sécuritaire et paisible, et non qu'est-ce qui se passe présentement sur les lieux. Le dernier critère, c'est la balance des inconvénients, qui, généralement, n'est pas nécessairement nécessaire d'analyser lorsque l'apparence du droit est claire, mais selon nous, notre position, monsieur le juge, c'est que la balance des inconvénients est nettement en faveur de la demanderesse parce que les défendeurs ne subiront aucun préjudice. Ils ne sont pas propriétaires des propriétés en cause. Ils détiennent aucun droit de pêche sur cette zone de pêche. Et au contraire, ils ont eux-mêmes 2 pourvoiries sur la rivière Moisy avec plus de 100 km d'eau pour pêcher le saumon. Des pourvoiries qu'ils ont obtenues par rétrocession. Je vous ai transmis ce matin, monsieur le juge, notre cahier d'autorité avec 4 décisions. Je ne sais pas si vous les avez avec vous, si vous en avez pris connaissance. J'ai seulement la liste et j'ai les autorités à l'ordinateur. Je vais pouvoir lui donner quand il est. Je vais en prendre connaissance, pas de problème. OK. Donc, je vais quand même les aborder brièvement, monsieur le juge. Le premier onglet, c'est l'Association de chasse et pêche de la région du Mont-Laurier Inc. Zelk Petawaga contre Conseil de bande Kitigan Zibi Anishinabek, une décision de 2020 à la Cour supérieure. Essentiellement, c'est un litige entre l'Association de chasse et pêche et des communautés autochtones en défense. Les membres de la communauté autochtone avaient érigé des barrières là, pour entraver l'accès au territoire de la ZEC à titre de moyen de pression pour des discussions avec le ministère. Au paragraphe 45 de la décision, la juge Bédard écrit « Avec égard, le tribunal considère que le préjudice subi par les membres de la demanderesse n'est ni hypothétique ni de nature purement monétaire. Le tribunal a déjà traité de la question des chemins alternatifs qui ne constituent pas une alternative réelle pour les membres de la demanderesse. Ainsi, en raison des barrages érigés, les membres de la demanderesse sont privés du droit de pratiquer la chasse sportive, alors qu'ils détiennent les permis requis pour ce faire et que le ministre a refusé de suspendre la chasse à l'orignal dans le secteur. Donc, nous, dans notre dossier, c'est les membres de la demanderesse qui sont privés de pêche en raison de la présence de la défenderesse. La juge continue, leur présence sur le territoire de la ZEC est donc légitime et conforme au protocole d'entente qui lie le ministre à la demanderesse. Le préjudice allégué ne se limite donc pas à une simple question monétaire. Ensuite, elle mentionne également que les barrages perturbaient de façon importante les activités de la demanderesse et il crée une situation de fait que le jugement final ne pourrait pas remédier, comme dans notre situation. Pour la balance des inconvénients, la position de la demanderesse est semblable à la nôtre. Donc, on mentionne que la demanderesse a un droit légitime d'être sur le territoire de la ZEC et le paragraphe 52 et 53 sont super importants. Au paragraphe 52, on mentionne, c'était la position de la demanderesse, là, elle soutient également qu'elle n'est pas partie aux discussions entre le ministère et les communautés autochtones et que ses membres n'ont pas à faire les frais des moyens de pression que les défenderesses exercent pour faire avancer les discussions. Elle soulève également qu'en érigeant des barrages, les défenderesses court-circuitent le système judiciaire en décidant de façon unilatérale et sans droit de brimer les droits de la demanderesse et de ses membres. Donc, c'est exactement ça qui se passe ici aussi, monsieur le juge. Au paragraphe 79 à 85, la juge traite de la balance des inconvénients. Des paragraphes qui sont très importants, monsieur le juge. Le tribunal indique « Le tribunal comprend que les communautés défenderesses ne souhaitent pas judiciariser leurs revendications et leurs désaccords avec le ministère. Mais en choisissant de poser des gestes illégaux pour faire valoir leur point de vue et maintenir la pression sur le ministre, elles mettent elles-mêmes la table vers une judiciarisation de la situation qui, au surplus, cause un préjudice à des tiers qui ne sont pas impliqués dans les négociations. » Donc, dans notre présent dossier, la demanderesse est un tiers aux négociations. Ensuite, au prochain paragraphe, permettre que des membres des communautés défenderesses érigent des barrages illégaux en guise de manifestation court-circuite les règles de droit. Leur droit de revendiquer, de s'exprimer et de négocier n'emporte pas celui de faire fi des lois adoptées au bénéfice de la collectivité.
L'importance des questions sous-jacentes aux discussions en cours avec les ministères ne peut servir d'argument pour justifier et légitimer des actes posés illégalement. Donc, c'est super important ici. Et le tribunal mentionne que si la défendresse considère que ses droits sont compromis, elles peuvent toujours recourir aux tribunaux, mais elles ne peuvent pas prendre les choses en main en défiant les lois et en excusant leurs gestes par l'importance de leurs revendications, comme en l'espèce. Paragraphe 83, on écrit « En l'absence d'injonction, la chasse à l'orignal est compromise pour les membres de la demanderesse. Si une injonction est émise, les barrages devront être enlevés, mais les communautés défendresses pourront poursuivre leur discussion avec le ministère et tout en choisissant d'autres moyens pour manifester leur désaccord avec la position du ministre et refuser de suspendre la chasse à l'orignal pendant les discussions. » Et donc, l'intérêt public ici était à l'effet que la demanderesse avait le droit d'exploiter la ZEC et que les membres devaient mettre fin au barrage. Paragraphe 88 de la décision, on parle, il y avait une personne qui avait fait une déclaration assermentée mentionnant qu'il avait fait l'objet de menaces et d'intimidation. La Cour répond « Toute forme de violence est inacceptable, même dans un contexte de manifestation et de revendication. Et le maintien des barrages routiers sur une voie publique est de nature à mener à d'autres incidents tendus. » Et par la suite, dans l'urgence, on mentionne que comme c'est des gestes illégaux, c'est suffisant pour démontrer l'urgence. Et le critère d'urgence était donc satisfait. Alors, dans les conclusions, on avait ordonné aux défendeurs, conseils de bande, chefs de bande, toute personne ayant connaissance de la présente ordonnance, de s'abstenir d'ériger tout barrage, barrière, obstacle. On avait également autorisé, au paragraphe 104, les forces policières et tout agent de la paix à poser toutes les actions requises et appropriées dans les circonstances. Donc, des conclusions similaires là, à notre demande en injonction. Ensuite, brièvement, la deuxième décision, qui est la décision agropure coopérative du juge Clément Gascon de 2003, alors qu'il était juge à la Cour supérieure. En fait, on vient reconnaître, M. le juge, au paragraphe 29 à 33, que la jurisprudence a reconnu que le perte d'achalandage et risque de perte de clientèle est un dommage irréparable. En l'espèce, on n'a pas juste un risque ici. La demanderesse a perdu de l'achalandage et de la clientèle déjà, selon les déclarations serment produites. Le troisième onglet, Syndicat des copropriétaires, Comte-Vallée, une décision de 2017 de l'honorable Granosic. Paragraphe 9, par rapport aux critères de l'apparence de droit, on mentionne que la prudence s'impose et que le tribunal ne doit pas apprécier au fond le mérite des moyens soulevés. C'est un critère qui est peu exigeant. Il suffit une question sérieuse à déterminer. Et dans cette décision-là, c'était de l'entrave à la propriété. Au paragraphe 13, le juge écrit que ces éléments-là sont difficilement compensables en argent. Donc, il s'agit de la jouissance de la propriété par le demandeur qui est atteinte par les gestes des défendeurs et ces éléments-là satisfaisaient au tribunal là, comme préjudice irréparable. Au paragraphe 17 de la décision, c'est super pertinent selon nous. Le tribunal souligne que l'urgence, c'est deux volets. Premièrement, il y a la vitesse de la réaction du demandeur, donc à prendre l'injonction, mais l'urgence intrinsèque de la situation. Donc ici, selon nous, la demanderesse a été rapide pour intenter des procédures, mais même si la défendresse plaiderait le contraire, monsieur le juge, il y a quand même urgence dans la situation présentement parce qu'il y a présence quotidiennement des membres qui perturbent les activités de pêche de la demanderesse. Ensuite, le dernier jugement, Société zoologique de Granby Inc. contre la CSN. C'est une décision de 2024 de l'honorable Claude Villeneuve. On est en matière du droit du travail, oui, mais on concerne des propriétés privées. Donc, c'est une injonction pour mettre fin là, à du pitage sur les terrains privés de l'employeur.
Et au paragraphe 85, la Cour mentionne que les récentes intrusions font en sorte que c'est urgent d'agir. Dans ces circonstances, les faits connus permettent de conclure à l'imminence de nouveaux préjudices et il n'est pas nécessaire ni souhaitable d'attendre des gestes plus sérieux, comme en l'espèce. On parle ensuite là qu'il y a un préjudice de perte d'achalandage, perte de clientèle et que la demanderesse subit un important préjudice lorsque des activités illégales ont lieu sur sa propriété privée, comme en l'espèce. Donc, brièvement, M. le juge, là, pour toucher la notion des droits ancestraux qui vont être invoqués par nos collègues, à la déclaration sous serment de Raymond Jourdain, un membre, un témoin de la défense, il mentionne au paragraphe 41, « À mon avis, la solution serait que le Club Adams revende son terrain à la couronne, comme ce fut le cas pour la pourvoirie Moisy-Nipissis. » Donc, en l'espèce, leur solution, là, c'est que le gouvernement rachète le camp de pêche de notre cliente. Mais vous comprendrez que présentement, le gouvernement n'est pas impliqué dans le dossier. Ouais. Il y a encore un micro qui est ouvert, là. OK. Donc, à la pièce D14, à la page 2, on en parle aussi à la pièce D15. Donc, dans toutes les revendications de la communauté, on réclame que le gouvernement rachète la propriété pour qu'elle soit ensuite redonnée à la défendresse. Donc, si la défendresse a des droits à revendiquer, M. le juge, contre le gouvernement, il doit le faire contre le gouvernement, comme ça s'est fait dans le passé, en s'adressant aux tribunaux, plutôt que de tenter de faire justice soi-même dans un contexte de violence qui est inacceptable contre la propriété privée de la demanderesse, ses propriétaires, ses membres, invités et employés. Donc, pour cette raison-là, nous demandons d'accueillir la demande en injonction provisoire, laquelle touche la communauté, ses membres, le chef et toute personne qui agit pour elle, qui pourrait avoir connaissance de l'ordonnance. Dans les conclusions, on demande de cesser de pénétrer et d'utiliser les propriétés de la demanderesse, à l'exception du secteur Winthrop Campbell. Donc, ce secteur-là qui avait des ententes avec la ZEC, c'est autorisé en vertu de leur autorisation à eux et à moins d'autorisation expresse de la demanderesse, parce que, comme on vous a mentionné, il y a des employés de la défendresse qui travaillent pour la demanderesse. Ensuite, d'inciter et d'inviter des gens à pénétrer sur la propriété. Cela fait référence là, à la publication Facebook qu'on vous a montrée tout à l'heure, où la communauté invitait les gens à aller sur la propriété de la demanderesse. Ensuite, de pêcher dans les eaux privées de la demanderesse parce qu'elle est propriétaire des droits exclusifs de pêche. D'ancrer une embarcation dans les eaux privées parce qu'elle est propriétaire du lit de la rivière. Accoster une embarcation nautique sur la propriété de la demanderesse parce qu'elle est propriétaire également là, des berges. Et de cesser de nuire, entraver, intimider, menacer de quelque manière que ce soit les membres de la demanderesse, ses invités employés, et également là, tenter d'endommager la propriété, tout acte de vandalisme, destruction, vol ou méfait. Et ensuite, on demande également là, à la communauté d'informer ses membres et de prendre les moyens appropriés pour que les membres puissent se conformer aux différentes conclusions. On vous demande également là, de déclarer exécutoire nonobstant appel, car sinon, nous sommes d'avis que le préjudice va continuer. Et comme vous le savez, c'est une saison qui est relativement courte. Je vais céder la parole à mon collègue, Maître Hassel, Monsieur le juge, qui souhaite vous adresser quelques mots. Et je souhaite également mentionner que dans le clavardage là, du Teams, il y a plusieurs messages là, des participants qui, du moins en tout cas, les participants qui sont à l'audience présentement là, écrits dans le clavardage. Donc, je voulais en informer la Cour. C'est beau. Merci, Maître Lepage. Maître Hassel. Alors, Monsieur le juge, brièvement, avec votre permission, Maître Hassel.
Alors, monsieur le juge, dans le cadre de votre décision, là, ça va être important de toujours avoir en tête, le tribunal doit savoir que le camp de pêche au saumon est un camp de pêche de la rivière Moisy incorporé, est un camp de pêche de saumon de l'Atlantique et que la demanderesse, telle que mentionnée par ma collègue, est propriétaire des lots et je vous réfère toujours à la pièce P2, P8, P9 et P10. Mais elle est également propriétaire des terrains longeant les deux côtés de la rivière ainsi que le lit de la rivière. C'est un élément supplémentaire qui est important, ainsi que les droits de pêche exclusifs se trouvant sur sa propriété. Et à cet effet, je vous réfère à la pièce P11 qui existe depuis le 6 avril 1907. Et ces droits de pêche exclusifs et de propriété sont reconnus par les défendeurs dans le présent dossier dans leur déclaration sous serment. Brièvement, je vais vous référer à celle-là de M. Raymond Jourdain, le paragraphe 41, et ainsi que la déclaration sous serment de M. André Michel au paragraphe 46 et 49. Dans le présent cas, il ne faut pas oublier que le camp de pêche emploie environ 45 employés pour rassurer à ses membres et invités de pouvoir exercer paisiblement et en toute quiétude la pêche au saumon de l'Atlantique dans un lieu privé, monsieur le juge, mais également dans un lieu exclusif. Les membres et invités doivent payer pour séjourner et pêcher sur les eaux privées de la demanderesse. Malheureusement, ce que vous voyez dans le présent dossier, la preuve a démontré que la présence de membres de la communauté Itum sur les eaux privées de la demanderesse sans autorisation ancre et pêche. Et à cet effet-là, je vais vous référer aux pièces P16 à P33. Et en refusant de quitter les lieux privés, malgré les demandes répétées à cet effet-là, regardez les vidéos qu'on voit et les rapports d'incidents, et malgré les événements des 14 et 15 juin jusqu'à ce jour, sont inadmissibles, ces événements-là. Ils sont illégaux et ne peuvent pas être tolérés, lesquels perturbent de façon importante la demanderesse, ses membres et l'invité, sur leur propriété. Il s'agit d'un cas clair, monsieur le juge, d'invasion de propriété et d'entrée par infraction. C'est la même chose, monsieur le juge, que demain matin, là, n'importe qui entre sur la propriété de son voisin sans autorisation, s'installe sur son parterre, se baigne dans la piscine et serre un verre dans le bar. Regardez la pièce P39, là. C'est clair, là. C'est ce qui se passe. Regardez également le paragraphe 29 de la déclaration sous serment de Marcelin Volant versus la P39. On ne peut tolérer une telle situation. Les événements des derniers jours ont des répercussions incommensurables pour la demanderesse, ses membres, leurs familles et leurs invités. Et ce faisant, les activités furent grandement diminuées pour notre cliente, qui est la demanderesse. Les membres, leurs familles et les invités et employés ont dû quitter et évacuer le camp de pêche. Vous avez ça dans la demande instructive d'instance, ainsi que dans les déclarations sous serment. On a eu 6 démissions des membres du personnel, on a eu des annulations de séjour, vu la présence et les comportements des défendeurs. L'ensemble des événements décrits dans les procédures et dans les pièces P1 à P33, ainsi que les 5 déclarations sous serment, justifient immédiatement l'intervention de cette honorable Cour selon les conclusions demandées. Il y a urgence à intervenir, monsieur le juge, parce que les actes et agissements des défendeurs font en sorte que les activités de la demanderesse ont diminué, qu'il y a eu des démissions, des annulations de séjour. Et à cet effet, d'autant plus, allez voir la déclaration d'André Michel sous serment de la partie défenderesse au paragraphe 25. Il risque de présence accrue des défendeurs, encore une fois, selon ce qu'on voit dans cette déclaration sous serment. Au surplus, monsieur le juge, toute forme de violence est inacceptable, même dans un contexte de protestation ou de manifestation. Et le fait d'octroyer et le fait d'occuper, une propriété privée est de nature à mener à d'autres incidents tendus. Regardez les paragraphes 55 et 56 de notre demande instructive d'instance et regardez la décision de votre collègue, la juge Bédard, dans la décision de l'association de chasse épaisse au paragraphe 88. Ça va être important de regarder cet élément-là. Et tout geste illégal est en soi suffisant pour démontrer l'urgence de la situation. Et je vous réfère au paragraphe
91 de la même décision. Dans le présent dossier, la demanderesse a une apparence de droit non équivoque et a une question sérieuse à faire trancher. Elle est propriétaire privée des lots. Les droits de jouissance de la propriété privée et de pêche exclusive de la demanderesse par ses membres, familles invités sont grandement atteints par la présence de gestes et comportements des défendeurs. C'est ce qui constitue, Monsieur le juge, un préjudice irréparable. Et à cet effet, je vais vous référer à la décision syndicat des copropriétaires, décision de votre collègue le juge Granossi, au paragraphe 13. À cet effet, Monsieur le juge, et je termine bientôt, il s'agit le risque de préjudice et je vous réfère à la décision du juge Clément Gascon du 8 août 2003 au paragraphe 33. De plus, toujours face à un droit clair, la balance des inconvénients, plusieurs jurisprudences mentionnent qu'elle est non pertinente, donc dans le jugement du juge Gascon au paragraphe 39. Au surplus, allez voir la déclaration sous serment de André Michel au paragraphe 16 et 17. Et en terminant, Monsieur le juge, l'intérêt public commande le respect des règles de droit. Les défendeurs ne peuvent défier les lois et justifier leurs gestes par leurs revendications. Regardez la décision de la juge Bédard dans la décision de 2020 QCCS qu'on vous a transmis 3146 et regardez attentivement les paragraphes 79 à 85 tels que mentionnés par ma collègue préalablement. Le droit de revendiquer et de s'exprimer n'emporte pas celui de faire fi des lois adoptées au bénéfice de la collectivité. Donc, le droit de propriété de pêche exclusif. En l'absence d'injonction, la jouissance des propriétés privées appartenant à la demanderesse par ses membres, familles ou invités est compromise, ainsi que les droits de pêche exclusifs sur les eaux des propriétés de la demanderesse. Pour tous ces motifs, Monsieur le juge, nous vous soumettons respectueusement le tout pour décision, selon les conclusions demandées dans notre demande introductive d'instance. Merci. Merci, Maître Ansel. J'allais vous proposer ceci. Ouf. Il y a un retour de voix, là. C'est aussi, ça le fait encore. C'est beau. J'allais vous proposer ceci, parce que Maître Lepage et Maître Ansel ont plaidé pendant 1h10 à peu près. L'intention, vous allez avoir le même temps, c'est certain. Et pour éviter que votre plaidoirie soit coupée, préféreriez-vous qu'on commence à 1h30? J'ajournerai, puis... OK. Non, OK. C'est bon. C'est comme, je vous l'offre là pour... D'avoir donc à 1h30. Parce que sinon, ça nous amène vers... vous allez commencer, ça nous amène vers 1h15. Puis pour... puis après ça, il va probablement avoir une réplique, puis tout ça. Ça fait que... Qu'est-ce que vous préférez? C'est ça exactement. Peut-être que on pourrait débuter, Monsieur le juge, par la partie à Maître Bertrand, comme on se l'est séparé en deux. Puis à la partie de Maître Bertrand, à ce moment-là, après ça, comme moi, c'est beaucoup plus factuel, on pourrait prendre la faute, puis ça me donnerait l'occasion d'ailleurs de consulter nos collègues de Montréal pour s'assurer qu'on prouve le tout. Okay. Ça pourrait être une solution pour éviter de reprendre une autre pause après. OK, parce que je ne veux pas qu'on s'en aille jusqu'à 2h de l'après-midi, Non. là, sans interrompre. Ça fait qu'à ce moment-là, Maître Bertrand, allez-y, on va ajourner. Je m'étais engagé auprès de Maître Doré-French à prendre entre 15 et 20 minutes.